Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour débriefer la semaine 10 et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Comment ça va Alex? Ça va. Tranquille. Ouais, écoute, on aura Et toi? l'occasion bah ouais, on aura l'occasion d'en parler, mais moi déjà j'ai kiffé ce week-end de NFL. C'était Franchement, sympa. ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On se régale pas toutes les semaines, mais là vraiment sympa. Et puis, bah, j'en profite pour transiter tranquillement vers toute la partie promotion. Mais j'ai été agréablement surpris du nombre de retours qu'on a eu sur le questionnaire pour la Game Zone, pour le jeu Une famille en or. Donc, pour ceux qui Explique. ne Voilà. l'auraient... Ouais, Ex- j'allais le dire, t'inquiète pas. on peut expliquer la Game Zone pour ceux qui n'ont pas regardé pour l'instant, parce qu'on a plus de personnes qui nous écoutent que de personnes qui ont regardé. Donc, Ouais. obligatoirement, il y en a qui n'ont jamais regardé. Voilà. Donc, je vais expliquer du coup, parce que Bah je oui, vas-y, j'en ai vas-y, juste. j'allais dire... Notre Game Zone, c'est notre émission comment dire, de jeu. Petit jeu de société revu à la sauce NFL, de jeux télé, etc. On modifie tout ça et on met tout ça à la sauce foot américain. Donc vous avez du juste prix, déchiffrer des lettres, d'autres jeux éventuels qui, pour l'instant, fonctionnent plutôt pas mal. Et donc ce qu'on s'était dit, Ouais, c'était qu'on voulait faire une famille en or. Et pour ça, dans une famille en or, il faut le panel de 100 personnes. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait un Google Form qui est en description de l'épisode partout. Donc vous pourrez le trouver. Et si vous voulez répondre, allez-y, parce qu'on n'est pas à 100 personnes, on y est presque. Mais quoi qu'il arrive, après, si on a 500 réponses, bah tant mieux, on fera un ouais. pourcentage au lieu de faire un 100. Donc voilà, n'hésitez pas, remplissez autant que vous voulez. Et voilà. Il y a eu plein de réponses marrantes. Je les donnerai pas parce que je les donnerai au moment de la Game Zone. Bah oui, Prochaine forcément. Game Zone, prochaine Game Zone d'ailleurs dans un mois tout pile, puisque ce sera le 14, jeudi 14 Décembre. décembre, 20h30. Et voilà, où il y aura du coup une famille en or. Il y aura Jérôme. Et voilà. Ouais, normalement, pas de souci, je suis là. J'allais dire, pour ceux qui n'en auraient jamais vu, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, regardez-les. Franchement, c'est des éléments qui sont pas, comment dire, ancrés dans l'actu de la NFL, donc ça peut se regarder n'importe quand. Dernière précision, c'est mensuel, voilà. Donc une par mois, on s'amuse bien. Des invités de toute la commune. Donc, On a des bons retours. On est assez content. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. C'est juste une question de, bah, faut que ça prenne quoi. exactement. Pour nous trouver, au-delà de YouTube, tous nos réseaux sociaux, le front office. Pour ceux qui ont l'image, vous avez le bandeau qui défile en bas. Pour les autres, on Le est bon. surtout actifs. Ouais, le bon bandeau, contrairement au dernier épisode. Et pour ceux qui nous écoutent, donc, on est surtout actifs sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Alex, on va passer très rapidement par la fantasy. Écoute, moi je vais faire très très simple. Les ligues de nos camarades des Fantasy Ballers, c'est un peu une boucherie cette année. Et Ouais. pourtant, je suis quand même satisfait de mes drafts, mais je perds des matchs contre des très gros scores, avec des scores tout à fait respectables, des choix de draft qui étaient pas si mauvais, payent pas forcément. Enfin, tu vois, quand comment dire, tu marches pas sur le gros caillou, mais t'as plein de petits cailloux qui s'accumulent dans ta chaussure et qui te gênent, ben moi j'en suis à cet état-là. Je me suis pas foulé la cheville, mais c'est désagréable d'avancer. Je vois très bien. Bon, on est au même niveau à peu près sur la Ligue des Ballers. On est 9e et 10e avec 4-6. On est encore en route pour les Euh, playoffs, mais ça se complique. Bah, on est à une victoire, hein. Ouais. C'est... Mais bon, il reste plus énormément. Enfin, il reste 5 semaines. On a fait 2 tiers et on est avant-dernier. Quasi. Enfin, en gros, si on fait des duos, comme à koh. Donc, ouais, il va falloir qu'on s'active. Moi, sur le trophée des bowlers, j'étais sur une bonne remontée, le trophée FB. Et puis là, j'ai pris 165 points cette semaine et je t'avoue que ça m'a fait un peu mal. Et donc, du coup, je suis 8e sur cette ligue. Mais il y a quelqu'un qui est en. Donc, je suis en 5-5. J'ai 1200 points, ce qui est à peu près un des meilleurs scores. Et il y a un gars qui est en 6-4 et il est à 900 points. Et c'est le pire score. Et ça me rend fou.
Et Les hasards. c'est pour ça que nous, sur notre ligue à nous, avec Jérôme, on s'est affrontés cette semaine. Et je l'ai battu, évidemment. Et je rigole, hein. Mais on a un point par victoire et on a un point si on est parmi la meilleure moitié des scoreurs de la semaine. Voilà. Ça, on retire un peu la partie hasardeuse et c'est plutôt sympa comme principe parce que Mmh. tu essayes de te battre jusqu'au bout. Par exemple, là, moi, j'étais sûr de te battre cette semaine Ouais. avant le dernier match, mais je me battais entre guillemets contre quelqu'un d'autre qui avait Josh Allen et moi j'avais Javonte Williams et du coup il fallait que je laisse Javonte pour être sûr de passer au-dessus de Josh Allen. Donc c'est des petites mécaniques un peu différentes mais qui sont sympas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ça enlève un peu cette frustration de bien drafter et puis, 1re semaine, tu perds avec le deuxième score contre le premier. Er 2 semaine, tu perds avec le quatrième score contre le troisième score et ainsi de suite. Donc ça lisse un peu ça, ça récompense un peu, ça récompense les bonnes drafts, la régularité, les bons trades, les bons choix aussi, surtout. Donc voilà, assez sympa comme concept. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, les lives et autres posts de nos camarades de Fantasy Ballers, surtout actifs sur Twitter @fantasyballers_f, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Ils sont assez faciles à trouver, on réagit à leurs publications, ils réagissent aux Pour ceux nôtres, qui, donc pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, c'est un des deux podcasts qui sont mis en avant. Il y a ouais, Fantasy Ballers et il y a The Trick Play. Voilà. Comme ça, si vous savez, si on parle d'un de ces deux podcasts, il est disponible dans la description du podcast le nôtre. Voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien à souligner. Alex, on a fait l'instant promotionnel, on a fait le petit tour fantasy. Je te propose que l'on attaque le rewind de la semaine 10. Rewind of the week. Back. He's going to fumble the football. Et comme toujours, pour attaquer ce rewind, on va revenir sur le match que nous avons préféré, un chacun. Et je te laisse commencer, Alex. Bah, il y en avait plusieurs en vrai. Ouais, Il y avait trois matchs réellement au moment où on a créé le fil rouge. Il y aurait pu en avoir un quatrième. On en parlera quand même. Mais bon, pas spécialement quand même. J'avais pas spécialement oui, envie il de était prendre pas plus aussi beau. pas aussi beau. Et moi, j'ai envie de parler du match des Texans contre les Bengals. Donc les Texans qui ont battu les Bengals 30-27 dans un match où ça s'envoyait coup pour coup et où enfin, c'était assez intéressant. Quand je dis coup pour coup, c'est à la fois des touchdowns et à la fois des interceptions. Parce qu'on a eu sur 4 plays au début du quatrième quart-temps, c'est 3 interceptions et un punt. Il y a eu 2 field goals consécutifs à la fin. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de enfin, ça se renvoyait vraiment un peu tout. Beaucoup de déchets, j'ai trouvé, dans les 2 équipes, que ce soit en interception, en fumble. Donc en vrai, beaucoup de déchets côté CJ Stroud, mais tellement de belles choses aussi. Il arrive à trouver Noah Brown pour 172 yards. Déjà rien que ça, j'ai envie de dire, chapeau. Devin Singletary, il était tout seul. Bah, il a couru 30 fois, 150 yards, et faire 150 yards sur 30 portées, faut y C'est aller. pas mal, Hein, hein. c'est 5 de moyenne sur un aussi gros volume, c'est beau. On a Sheldon Rankins aussi, qui a fait un super match, le joueur défensif, avec 5 tacles solo. Enfin, 5 tacles, je crois que les 5 sont en solo d'ailleurs, et 3 sacs notamment. Enfin, c'est enfin, lui, il nous a fait un match absolument incroyable. 2 interceptions dans la défense du côté Houston. Et côté Bengals, ça envoyait aussi. Que ce soit pour Jamar Chase notamment, qui a été tout seul sur son touchdown. C'était pépère, quoi. Il fait les bons tracés comme il faut. Tyler Boyd, il est bien là. Trenton Irwin prend bien le relais pour T. Higgins, qui a un peu du mal à être là. On a eu aussi il y a eu une interception également, des beaux plays défensifs, mais un peu moins en sac, on va dire. Et voilà, et je trouvais que c'était un match ultra intéressant. Il y a eu énormément de drive, donc beaucoup d'occasions de voir des choses. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, en plus du suspense. 10-10 dans le dernier quart, c'est toujours sympa de voir ça. Et dans le troisième Et aussi. dans le Ils ont troisième fait aussi, ouais, et une victoire à la dernière seconde. ouais. Euh, voilà. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce match et je voulais le mettre en avant parce que on en a parlé rapidement, je crois, lors du preview.
On avait mis quoi en match de la semaine? On avait mis On avait le Jaguars Niners. on avait mis ça ou Cleveland-Baltimore? Non, Cleveland-Baltimore, ouais. Ouais, on avait hésité, on avait dit qu'on avait hésité entre les affiches et je crois qu'on est parti sur Cleveland-Baltimore, ouais. Et voilà, Texans-Bengals, on savait que ça pouvait être un match intéressant. On On l'avait avait fait cité. ouais, on avait fait un mème la semaine dernière, comme quoi les Bengals avaient explosé les 4 dernières équipes qu'ils avaient affrontées. C'était des belles équipes et voilà, que les Texans étaient suivants. Au final, non, et les Texans qui se retrouvent dans la course au playoff, ils sont 7e de la FC en 5-4. Ils se rapprochent aussi des Jaguars, du coup, qui sont en quoi 6-3. En 6-3, tu as une victoire contre eux de passer devant. Et Et surtout, sachant qu'ils n'ont pas leur premier pick l'année prochaine, il n'y a aucun intérêt pour eux de mal jouer cette année. ah oui, puis je pense que c'est pas le projet, hein. Tu as donné le bilan des Texans, les Bengals seront aussi en 5-4, ils viennent de passer devant leurs adversaires de cette semaine. Et on a parlé pendant les trophées de C.J. Stroud, rookie offensif de l'année. S'il continue comme ça, on va parler de lui sur un autre trophée, celui pour les grands garçons, parce que ça va être un peu court, je pense, mais attention à la fin de saison, en termes de stats. Là, certes, il a fait 2 fumbles, mais l'interception qu'il a lancée, c'est que sa deuxième interception de la saison, avec le volume de passes qu'il envoie. Franchement, là, à part les 2 fumbles, sinon, il perd vraiment pas beaucoup de ballons depuis le début de l'année. Il est ultra propre, c'est un patron, même dans un match difficile, parce que, attention, il y a eu beaucoup de yards, beaucoup d'actions spectaculaires, des attaques ultra belles, mais j'ai pas trouvé les défenses ridicules. C'est juste le genre de match où les attaques sont plus fortes, donc les défenses subissent, mais ouais, c'était un vrai bon match de foot US, et ouais, je comprends que tu sois allé dessus, parce que Le CJ Stroud, c'est celui qui a le plus de yards par match cette année, devant Tua. Parce que le seul qui a plus de yards, c'est Sam Howell, mais qui n'a pas fait sa bye week encore. ouais. Donc voilà, il est 26-26, 2626 yards lancés cette saison. C'est beau. C'est Ah beau. ouais, c'est puis comme je dis, là oui, il y a eu les 2 fumbles cette semaine, mais il ne perd pas la balle, quoi. C'est un joueur déjà ultra propre. Ouais, ouais, C'est clairement. c'est c'est des vibes, assez impressionnantes, et quand tu vois les autres candidats, hein, pour, ceux qui n'auraient pas compris ma petite, phrase, je sous-entendais potentiel candidat MVP. Quand tu vois les autres candidats, on l'avait dit au moment des trophées, t'as pas un QB qui se détache vraiment, on aura l'occasion d'en reparler, mais l'un des favoris s'est un peu écoulé cette semaine, donc on va voir ce que ça donne jusqu'au bout. De mon côté, je vais parler de l'opposition entre les Lions et les Chargers. Les Lions qui gagnent de 3 points, donc 41-38, ils passent en 7-2, Chargers en 4-5. Déjà, des matchs avec des points, ça fait toujours plaisir. Donc forcément, il fallait le souligner. J'avais parlé dans la preview de potentiels matchs pièges pour les Lions. J'avais même dit Chargers. Et je suis très content de voir que les Lions ont réagi comme des patrons. C'était un match pas facile contre une équipe qui pouvait leur poser des soucis. Ils étaient à l'extérieur. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. Et ils vont chercher une victoire qui est quand même ultra précieuse dans la course au playoff, puisque là, ils sont deuxième de NFC, c'est la seule équipe à 7-2, il y a que les Eagles en 7-1 devant, donc ils se mettent en super bonne position pour l'avenir. Et puis, un tas de choses comment dire, qui sont quand même rassurantes pour les Lions. Déjà, le retour de Montgomery, on se demandait dans quel état il allait être, comment ça allait partager avec Jahmyr Gibbs. Montgomery 12 portées, Jahmyr Gibbs 14 portées. Et les 12 portées de Montgomery ont donné 116 yards et un TD. Donc autant vous dire que c'était une petite journée bien productive pour lui. Jahmyr Gibbs, il y a trop de talent chez ce mec-là. Et puis au rayon receveur, Amon-Ra St. Brown, qui confirme qu'il fait partie de l'élite. Sam Laporta, cible ultra intéressante aussi. Pas mal de gadget players autour, des Calif Raymond qui peuvent servir, des Jameson Williams, des Josh Reynolds, à voir ce que ça donne. Et en face, des Chargers qui n'ont pas démérité, même si forcément ils se sont fait ouvrir en défense, puisqu'ils ont encaissé 200 yards au sol, 333 yards à la passe. Un Justin Herbert qui lance 4 TD, plus de 300 yards. Un Austin Ekeler tout seul au sol, qui
est pas surproductif, mais qui fait quand même 19 portées, 67 yards, son TD, et Keenan Allen qui a parfaitement répondu à Amon-Ra St. Brown avec 11 réceptions, 175 yards de TD. Donc vraiment des attaques ultra spectaculaires. On s'est assez plaint des matchs avec pas beaucoup de points. Mais on en parlera plus tard, t'inquiète pas, des matchs avec pas beaucoup. Ouais, il y en a eu aussi, ouais. En tout cas, voilà, les Chargers en 4-5, c'est pas hyper bon pour eux, mais ils sont pas encore totalement hors course pour les playoffs. Les Lions prennent une belle option. Et voilà, deux équipes qu'on a envie de revoir. Ouais, et puis moi, une stat qui m'a impressionné sur ce match-là, aucun sac sur ce match entier. Ça a lancé la balle 73 fois et aucun sac. Donc ça veut bien dire que les attaques sont suffisamment bonnes. Tu disais que c'était un peu... Enfin, je sais plus ce que tu as dit exactement. Il y a eu une interception en tout cas sur ce match-là. 6 touchdowns, une interception, 0 sac. Moi, le fait qu'il y ait 0 sac sur un match, ça me fait quand même me dire que le niveau défensif est pas au top du top, ou du moins que la balle est lancée suffisamment vite pour Ouais, que, voilà, et c'est peut-être aussi encore une fois un point à noter pour Keenan Allen et Amon-Ra St. Brown, qu'on à eux deux fait plus de 300 yards sur 19 réceptions et 3 touchdowns du coup. Donc oui, effectivement, les attaques étaient très bonnes, mais je pense surtout que tu avais deux joueurs qui étaient excellents, ou deux connexions qui étaient très bonnes, et ça a permis de fumer cette défense-là. ouais. Mais pas les J'ai eu meilleures des... défenses de NFL, hein, de toute manière. Non, Hein. non, clairement pas. Mais tu vois, je me demandais jusqu'où ce match il irait en termes de nombre de points. À un moment, j'ai eu un peu des vibes du Chiefs Rams qui avait fait 54-51 il y a genre 4 ans, un truc comme ça. C'est il y a Et bon, plus. peut-être même C'est il y a plus, plus. déjà, ça passe tellement vite. Peut-être Ouais, c'était 5 2018, ans. 2019, ouais. C'est 2018, ouais. Je me souviens où j'étais. Et tu vois, bah, bon, les Rams avaient comme une défense un peu meilleure que ce que là il y avait sur le terrain, mais globalement, j'ai eu des vibes de ce match-là en mode, bah Bah, vas-y, c'est logique. à celui qui marquera le plus de points, quoi. Bah, en vrai, quand tu regardes les touchdowns enfin, il y a eu le touchdown de Jahmyr Gibbs, là, qui a fait 1 yard en début de deuxième quart-temps. Milieu de deuxième quart. Mais ça fait touchdown, ensuite touchdown, 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 fin de la mi-temps. Ensuite, il y a eu un punt en début de troisième quart, et ensuite c'est touchdown, 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 field goal. En fait, ça n'a pas arrêté. Donc, à part, ouais, ça n'a pas arrêté tous les sens du terme. Hein. Ouais. Aucun stop. Donc voilà. Non mais ouais, match top. J'hésitais à mettre celui-là aussi, et j'hésitais à mettre le match de ta top équipe aussi. Bah écoute, du coup, je vais enchaîner. Ma top équipe, les Browns, qui ont battu les Ravens. Un match vraiment qui... En fait, j'étais obligé de le mettre là. C'était soit je le mettais au-dessus en match de la semaine, mais je me suis dit, on en a pas mal parlé pendant le preview, donc je vais juste parler du vainqueur. Les Browns qui ont réussi un comeback exceptionnel contre Baltimore. Ils étaient menés 17-3 à la fin du premier quart. Ils gagnent 33-31. Donc voilà, ils leur passent un 30-14 sur le reste du match. Ça les met en 6-3, Baltimore en 7-3. Donc cet écart d'un match, Baltimore n'a pas encore eu sa bye week. Ça partait très 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 mal, puisque première action du match, Deshaun Watson lance une passe contrée par Kyle Hamilton, qui arrive à la récupérer et qui finit tout seul dans la end zone. On se dit, oh là là, ça va être une longue 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 soirée. Mais on le répète, depuis le début de la saison, je l'avais dit pendant le preview, c'est Browns. Attention, c'est vraiment le dark horse que personne va avoir envie de jouer en playoff. La ligne offensive est incroyable. Jérôme Ford fait encore 17 portées pour 107 yards. Les receveurs, Amari Cooper, c'est du solide. David Njoku, c'est du solide. Et Elijah Moore a été mis à contribution. Et puis la défense, quoi. La défense, elle est incroyable. Vraiment, c'est dingue parce que je me demande comment ils vont faire si Myles Garrett n'est pas joueur défensif de l'année. Genre, en fait, cette défense, je la trouve tellement forte qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que tu vas être obligé de récompenser le patron de cette défense. Ah, je pense que oui, là t'es un peu obligé. Après, je pense que t'avais fait une belle prédiction sur ce match-là pendant le preview. T'avais dit ce sera le match de Cédric Tillman. Et effectivement, 3 targets, aucune réception, aucun yard, aucun touchdown. Je pense que t'avais vu
Non, bah, au final, Et c'est Elijah Moore qui a pris le rôle. Tu dur avec moi. En vrai, il y a eu un receveur un peu facteur X dans ce truc-là. C'est je juste que sais. depuis plusieurs semaines, Elijah Moore, on le voyait plus. Et là, il fait 5 réceptions, 44 yards, 1 TD. J'avoue que je pensais que Tillman se manifesterait un peu mieux, mais Ouais. d'ailleurs, je crois qu'il a un drop assez horrible sur une balle qui aurait été vraiment pas mal. Donc, Je m'en souviens plus. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi que là, Miles Garrett, ça commence à être à le assez sale. dossier, il va commencer à être épais, quoi. Hein. Ça commence à être ouais, assez beau. Je sais plus, je crois que j'avais la stat, mais je l'ai plus là. Ah si, sur les sacs, je crois qu'il est. Je sais pas s'il est leader. Si, il est leader avec Daniel Hunter en nombre de sacs. Il est à 11. Enfin, t'as quand même 3 joueurs à plus de 10 en 10 semaines. C'est quand même sur des grosses bases là, Mm. des très très belles saisons. Mais oui, Miles Garrett, je pense que tout va se jouer entre Garrett et TJ Watt. Je pense Et que ça va être les deux. ouais. Et pour finir sur le match, Deshaun Watson, il prend une interception sur sa première passe, mais force est de constater qu'il a une certaine force mentale, il a été touché à la cheville. Et sur la suite du match, sa prise de décision a été vraiment meilleure. Il n'a pas plongé après l'interception. Il a encore le temps de monter en puissance. Il faut rappeler qu'il était blessé à l'épaule qui lançait, je crois, donc qui bloquait un peu sa capacité à bien lancer. Voilà, on aura l'occasion de reparler des Ravens un peu plus tard, mais vraiment, je suis ébloui par l'efficacité de cette équipe des Browns dans tous les compartiments du jeu. Yes, je suis d'accord. Alex, toi, ta top équipe, pareil, hein, c'est un peu comme les Browns. Je pensais pas qu'on en parlerait si souvent dans les top équipes, mais c'est trop bien en fait. C'est cool. Bah, c'est les Vikings. Mm. Parce que les Vikings, on est sur 5 victoires de suite. Ils sont en 6-4. Ils viennent de fumer les Saints. Alors, ils ont surtout fumé les Saints de Derek Carr. Parce qu'une fois que Jameis Winston est venu, ça a été différent. Je crois que quand Jameis Winston est là, je crois que les Saints gagnent le match. Parce que je crois qu'il arrive surtout en deuxième mi-temps. Faudra que Ouais. je vérifie. Mais je crois qu'il arrive surtout en deuxième mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, il gagne le match. Gagne le match. Ils sont à 16-3 en deuxième mi-temps. Après, tu t'en fous un peu d'avancer à fond à ce moment-là. Mais Joshua Dobbs qui nous fait encore un. Enfin, c'est assez fou. Il arrive. Le premier match, on lui disait les plays dans l'oreillette. Là, il Ouais. était en mode Buzz l'éclair à regarder les plays sur sa manchette là. Et ça fonctionnait bien parce que il lance un touchdown à TJ Hawkinson avec qui il a l'air d'avoir une très bonne relation. Jordan Addison, il lui envoie 7 ballons. Il y en a que 4 qui arrivent dans les mains, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est tenté. Brandon Powell aussi. On va voir le retour de Justin Jefferson la semaine prochaine probablement aussi, ce qui va faire encore un bon. Enfin, ça va faire un trio d'attaque excellent. Ouais. Ty Chandler, qui a mis son touchdown en étant absolument inefficace au sol, mais il a réussi à mettre son touchdown. Et défensivement, ça continue de fonctionner. Ils ont quoi? Ils ont 2, 3 interceptions, je sais plus, mais je crois qu'ils ont 2 interceptions. Mais surtout, ils ont limité à peu près tout le monde. Camara n'a rien fait alors que c'était l'arme numéro 1 des Saints. Il n'a rien fait du tout. Derek Carr est sorti sur blessure, mais aussi sur manque. Enfin, on va dire qu'ils n'ont pas trop forcé à le remettre. Ouais. Jamie s'est dit tiens, attends, j'ai un Chris Olave là qui traîne. Je vais voir ce qui se passe quand on lui lance la balle. Et ben, t'avances. Donc ça fonctionne bien. Mais voilà, tout ça pour dire que les Saints, depuis qu'il y a Joshua Dobbs, c'est fou. Ça marche super bien. Ça marchait un peu avant aussi avec Kirk Cousins. Mais là, force est de constater que ça avance vraiment bien. Ils sont en 6-4. Est-ce qu'ils lead leur bah non, ils lead pas Non, parce que les ils Lions. sont ils sont dans la division des Lions. Mais Il se tu vois, rapproche. j'ai beaucoup plus confiance en ces Vikings qui ont du mal et qui sont en 6-4 un peu difficilement, quand les Vikings de l'année dernière qui étaient en 13-4 Ouais. et qui me donnaient aucune confiance. Là, Totalement d'accord. je les mets en playoff. Alors, s'ils affrontent les Lions, j'y crois pas trop. Mais tu les mets en playoff contre les Niners, contre les Saints, contre les Bucks, enfin, une de ces équipes qui va gagner leur div, là. Est-ce qu'on est vraiment obligé de laisser le seed de De l'équipe l'AFC de NFC Seed?
Ah oui, NFC Sud. Bah, je crois Ouais. que oui. Donc du coup, on est un peu Ah, obligé. Mais ouais. non, parce que franchement, genre les 4 équipes sont nulles, quoi. C'est Non, mais c'est Vikings, tu vois? Je dirais pas que Joshua Dobbs est meilleur que Kirk Cousins, Non. puisque ce n'est pas vrai, mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Je crois que c'est derrière, Jalen Hurts, le deuxième QB avec le plus de TD au sol. Donc je trouve ça, comment dire? Ça apporte cette menace, surtout quand on sait que Mattison et Ty Chandler sont inefficaces. Mattison devrait rater le prochain match. J'ai cru comprendre qu'il était en protocole commotion et que normalement Ty Chandler était quasiment sûr de commencer. Et j'ai pas l'impression que ça va les handicaper plus que ça. Dobbs, on dirait ce gars qui il se rend compte qu'il a une chance de ouf. Il devait pas être du tout titulaire cette année en NFL. On savait même pas s'il allait starter en semaine 1. Les Cardinals avaient drafté Clayton Tune. Au final, il s'avère qu'il prend le poste. Des cards intéressants. Il fait du bon taf. Les Cards voient Kyler Murray revenir. Ils se disent, bah ok, on capitalise sur Dobbs. Transfert de Joshua Dobbs. Le mec arrive chez les Vikings où il y a un blessé. La magie opère. Ça fonctionne hyper bien. Et comme tu l'as dit, le mec, on va lui ajouter Justin Jefferson dans son attaque. Il va se C'est ça. régaler. Il va se régaler. Équipe qui régale un peu moins, Alex. On va passer à nos flop teams. Nos flop teams qui, à l'inverse des top teams, on s'attendait pas à les voir ici. Les équipes qui sont là en flop team, d'habitude, c'est pas dans cette rubrique-là qu'on en parle. De mon côté, c'est les Jaguars qui se sont fait défoncer le crâne par les Niners. Score exact, je ne l'ai plus sous les yeux, c'est 34-3. Ils n'ont pas vu le jour. Vraiment, ils n'ont pas vu le jour. Les deux équipes revenaient de bye week. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi mal préparé et aussi amorphe après une semaine de pause. Du coup, ça les fait passer en 6-3. Tu l'as dit, il y a les Texans qui reviennent en 5-4. Attention les Jags à pas connaître une déception en mode je gagne pas ma division et je vais pas en playoff à cause du bilan. C'est pas impossible. Et vraiment, Trevor Lawrence cette année, je sais pas, c'est de sa faute, de la faute de ses receveurs, de la faute de la façon dont c'est appelé, mais il a pas l'air sur le même canal que ses cibles. J'ai l'impression qu'il a une bonne qualité de passe, mais qu'elles sont jamais envoyées dans le bon timing, ou que les tracés se finissent jamais au bon endroit, mais en tout cas, il y a ce décalage qui a l'air flagrant. Et du coup, s'ils n'arrivent pas à installer le jeu au sol avec Travis Etienne, ça ouvre pas d'espace. Contre la D-line des Niners, c'est difficile. Très vite, ils se sont retrouvés menés 10-0 dans le premier quart. Ça a lancé énormément. Et en dehors de son premier match, Calvin Ridley, ça a vite fait plouf. Du coup, tu te retrouves avec 2 receveurs 1 un peu moyens entre Ridley et Kirk. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque une étincelle dans cette équipe. Elle m'avait rassuré lors de son match à Londres contre les Bills. Mais quand tu vois la suite de la saison, est-ce que battre les Bills de 5 points, en fait, c'était si rassurant que ça? Je sais pas. En fait, comment dire, il y a pas grand monde qui surnage dans cette équipe. T'as Ouais. Christian Kirk en receveur qui surnage, mais j'ai l'impression que quand il y a pas Zay Jones, l'attaque elle fonctionne Mm. pas. Je l'avais déjà dit un peu plus tôt, la connexion avec Calvin Ridley elle se fait pas. Ouais. C'est un peu dommage. Il y a des moments où ça passe, mais globalement Ridley c'est pas le Ridley qu'on avait vu à Atlanta. Et côté défensif, il se passe pas grand chose non plus, à part Oliokun, qui est leur meilleur joueur défensif, et de ce que je vois, ça a l'air d'être quand même d'assez loin. Il est Josh Allen un qui est des... intéressant aussi. Oui, c'est vrai, pardon. Mais Oluokun, c'est un des meilleurs tacleurs de la ligue. Et bah, encore cela, il fait 2 sacs, 6 tacles, 3 tacles pour une perte de terrain. Mais en fait, ok, tu fais perdre du terrain, tu leur fais perdre 10 yards aux Niners. Bah derrière, tu as un play explosif de McCaffrey, tu as un play explosif de Debo Samuel, de George Kittle, de Brandon Ayuk, même de Kyle Usage qui a mis Mm. son touchdown en réception. En fait, tu pouvais pas juste te permettre de les faire reculer, fallait les stopper et ils ont pas réussi. Et Et du coup, oui. ils se sont pris 34 points. Mais c'est un peu triste, ces Jaguars. C'est un peu Bah, triste. là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, j'ai même pas envie de taper sur la défense. Je l'ai pas trouvée si mauvaise. C'est juste que
ils ont encaissé des gros plays à des mauvais moments, quoi. Tu rates un plaquage, t'es puni direct. Le Ouais, TD c'est de ça. Kittle, c'est un petit duel perdu et après en 1 contre 1, va arrêter George Kittle. Enfin, le mec, c'est un énorme tracteur. Genre, même t'as un corner, tu lui mets les 2 mains sur les épaules, il t'emmène dans la end zone avec lui. Donc, Bah, c'est un peu ça, ouais. Et c'est ouais, dommage. je vais te laisser passer à ta flop team, Alex, puisque je pense que toi comme moi, elle nous inquiète encore plus que la mienne. Ouais, alors bah, c'est les Bills. Les Bills en flop team, j'avais dit lors du preview que je voyais les Broncos gagner. Je l'avais dit Bien histoire de me faire un 2 sur 2 si ça passait. Mais je le sentais pas mal parce que les Bills, j'y crois pas. Et contrairement aux Eagles, ils gagnent pas. Donc du coup, là, les Eagles, j'y crois un peu plus maintenant parce que voilà, les Bills, c'est cata. Il faut croire que l'attaque des Bills ne fonctionne tellement pas vu que le offensive coordinateur s'est fait virer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en coach, il reste le head coach Sean McDermott. Pas de joueur, Coach offensif. de coach offensif, donc ce sera sûrement Sean McDermott. Et coach défensif, c'est Sean McDermott. Donc Sean McDermott tout seul pour cette fin de saison. Je pense que c'est le prochain à y passer. Jérôme avait fait une prédiction d'avant-saison que McDermott serait le premier à être viré en coach. Et Josh McDaniels, c'est les Je suis pas Riders. passé loin, hein. Est-ce que ça compte les Riders? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils sont dans leur microcosme à eux et il faut pas les compter dans des prédictions éventuelles. Donc ta prédiction est toujours à jour. Je pense quand même que McDermott tiendra à la fin de saison. Ils ont fait sauter un fusible et je pense que voilà, ils vont pas faire sauter tout le monde là. Mais je pense qu'à partir du moment où ils sont pas qualifiés en playoff, je pense que ça dégage. Et voilà, je serais pas surpris de voir c'est Ben Johnson, le offensive coordinateur des Lions notamment. Ouais. Lui, je pense que ce sera le candidat numéro 1 pour aller dans une attaque comme celle des Bills. Et voilà, c'est pas. Les Et Bills d'ailleurs, en plus, je crois qu'ils ont un planning qui est pas. ouais, j'allais te dire exactement ça. J'allais te dire, moi, je t'ai fait une prédiction. Ils iront pas en playoff puisque ce qui leur reste à jouer, ils reçoivent les Jets. On verra. Pas Ils sympa. vont ensuite 2 déplacements incroyables Et, puisqu'ils vont chez les Eagles et chez les Chiefs. non, c'est l'inverse. Faut voir le truc à l'envers. C'est on. Bah, moi, Parce que j'ai là, at Eagles, at Chiefs. c'était où cette semaine? C'était à Denver ou c'était à Buffalo? Cette semaine, c'est une bonne question. En tant que je retrouve le match dans la. Ah oui, il est en bas. C'était à Buffalo. C'était à Buffalo? Ah ouais, ok, donc j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais Ouais, donc ils reçoivent les Jets. Ensuite, double déplacement, Eagles et Chiefs. En gros, les 2 meilleures équipes de la ligue en termes de bilan. Ils vont. Non, ils reçoivent les Cowboys. Ils vont chez les Chargers qui joueront peut-être leur survie. Après, ils ont enfin un match facile puisqu'ils reçoivent les Pats. Et ils vont sur le terrain des Dolphins. Sachant que je dis un match facile contre les Pats, même s'ils sont tout en bas, Bill Belichick est capable de juste tout faire pour éviter qu'ils aillent en playoff. Donc, les Bills n'iront pas en playoff. Voilà. ouais, je pense pas. Et en plus, ils ont leur bye week au milieu des Eagles et des Chiefs. Donc ça les aidera. Ça, je pense pas que ça les aidera. Donc ouais, les Bills, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Ouais, parce que là, en fait, au bout d'un moment, les leviers, ils sont compliqués, quoi. Josh Allen, j'ai vu cette stat, quand tu prends le plus d'interceptions depuis 4 ans, c'est lui le leader, le plus depuis les 3 dernières années, c'est lui, des 2 dernières années, c'est lui, dernière année, c'est lui. Je pense qu'on a un peu trop surcoté Josh Allen de partout parce que parfois des gros matchs, parce que capacité à mettre des TD au sol, parce que bras énormes. Mais on se rend compte que en fait les coordinateurs offensifs ou défensifs, ils ont trop d'importance. On en parlait en off avant, mais depuis le départ de Brian Daboll, c'est encore plus compliqué. On voit chez les Vikings, ils prennent un vrai coordinateur défensif en Brian Flores. La défense tourne hyper bien. Enfin, en fait, à chaque fois qu'une équipe est bien coachée ou a un bon staff, bah, ça se voit tout de suite. Alors, bien sûr, les joueurs ont quand même, comment dire, leur talent ou quoi que ce soit pour s'exprimer. Mais là, tu es dans une équipe mal coachée. Derrière Diggs, limite ta deuxième cible la plus fiable, c'est Kincaid.
Au sol, je suis pas du tout rassuré par James Cook qui joue au basketball. Je sais pas si vous avez vu cette action. Il fumble, la balle rebondit parfaitement au sol, revient dans ses mains et il arrive à s'en sortir. Mais leur meilleur coureur cette saison, pour l'instant, c'est Latavius Murray, je trouve, en termes de presta. Donc c'est inquiétant, quoi. Ouais. Bah, tu parles d'équipes qui ont un bon coordinateur et tu sens une différence. Bah, moi, je vais parler dans mon trick play de l'attaque des Commanders parce que on en parlait lors du focus équipe sur les Commanders qui jouaient contre les Seahawks et que c'était un peu l'équipe puzzle euh, ou l'équipe Tetris, je sais plus l'analogie que j'avais fait, mais en gros que ça se regroupe bien parce que les Seahawks ont les forces pour contrer l'attaque des Commanders. Et au final, ils ont quand même mis 26 points. Ils ont perdu à cause de leur défense, mais ça, on se On le doutait que ça savait. pouvait arriver. Et en fait, l'attaque, je trouve, plutôt bien fonctionné par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc, je voulais juste noter, mais vraiment brièvement, l'attaque des Commanders qui, emmené par notre ami Eric Samuel, Bieniemy. et Samuel aussi, voilà. Voilà. L'étau ne se referme pas sur Samuel. Euh, voilà. Elle était facile, mais elle est toujours efficace. Samuel Eto'o, toujours la blague qui passe, mais voilà, ça avance. Alors attention, hein, parce que tout a avancé beaucoup par Brian Robinson à la passe, à la réception, mais ça a quand même bien fonctionné. Mm. Et voilà, au final, ça fait défaite, mais plus une défaite de l'autre côté du terrain que de ce côté-là. Totalement Voilà, d'accord. voilà. Écoute, je vais essayer de faire aussi rapidement que toi pour le trick play, puisque pour une fois, je ne vais pas parler d'une équipe pour rentrer dans quelque chose d'énorme. Je vais parler de Kyler Murray, de son retour. C'était son premier match depuis sa blessure au ligament croisé du genou. On attendait vraiment son retour. Alors, moi, j'étais le premier à le critiquer parce que parfois, un peu désordonné, l'air un peu foufou sur le terrain. Mais dans cette équipe, encore une fois, bien coachée des Cardinals, il a sorti pour un match de retour une prestation très solide. Ça a permis à Arizona de battre cette horrible équipe des Falcons 25-23. Il n'a pas été flamboyant, mais il a fait le boulot et tu te rends compte que si c'est bien coaché avec les cibles qu'il a et globalement la cohérence de cette équipe, tu as moyen de gagner des matchs. Là où c'est rassurant pour les Cards, c'est que je pense que le QB, vu le contrat qu'il a en plus, ne sera pas une interrogation à la prochaine draft ou à la prochaine intersaison, et ils pourront construire ailleurs. Voilà. Je pense que ça l'aurait été si les Texans avaient été nuls, comme on pouvait plutôt s'y attendre, et au final, pas spécialement. Mais si les Texans avaient été nuls et que les Cardinals avaient été nuls et qu'ils s'étaient retrouvés avec le 1 et le 3 ou le 1 et le 4, t'aurais été obligé, entre guillemets, de prendre un QB avec un de ces deux pics. Le fait de ne pas être obligé de le faire là, oui, ça peut leur renforcer sur d'autres besoins. Quel Et encore, besoin? Pour moi, il leur manque un alpha receveur. Et quand tu as Marvin Harrison, c'est Marvin Harrison, je crois. ouais, En haut, ouais. est-ce que c'est lui que tu prends? Tu vas peut-être pas le prendre en un. Tu vas peut-être trade down d'un ou deux spots et le prendre ensuite. Mais je pense qu'il va tomber très très haut. Donc à voir. Mais effectivement, moi j'ai beaucoup aimé Kyler. Je trouve que sur une des dernières actions où il les fait avancer, où il fait une action à la Russell Wilson, mais bon, maintenant c'est autant à la Kyler Murray qu'à la Russell Wilson, à courir un peu dans tous les sens et à essayer d'échapper le sac pour au final, je sais plus s'il lance ou s'il court, Ouais, il mais court, ouais. ouais, il court et il récupère la première tentative et il se met voilà, au bon endroit c'est un field goal, je crois, à la fin. Les Mm. matchs se mélangent, mais l'action me reste en tête. Ça, Josh Dobbs l'aurait pas fait. Peut-être qu'il serait arrivé autrement au même résultat, mais pas ce play-là, il se fait saquer. Ouais. Donc voilà. Et effectivement, ça fait du bien de voir un joueur comme Kyler Murray de retour, surtout quand il a un contrat aussi gros. C'est dommage qu'il soit sur la touche. Mm. Écoute, je vais enchaîner avec mon fumble parce que je trouve qu'ils ont un moyen d'être liés très simple. Mon fumble, c'est la présence sur le terrain de Zach Wilson pour les Jets. Un peu comme l'année dernière, c'est un mauvais QB qui va leur coûter la saison. Quand je vois Robert Saleh en conf de presse dire je crois fort en Zach Wilson, il y a du mieux, c'est vraiment pas mal. Franchement, moi je suis les squads défensives.
Vraiment, je suis l'escouade défensive, je sers Zach Wilson à la sortie du stade et discrètement, je lui pète un genou en disant: «Ah mince, coach, Zach, il a glissé». T'es Je affreux. Non mais franchement, je suis désolé, je je ne comprends pas comment les Jets ont pu ne pas bouger à la trade deadline, quand je vois justement le move Josh Joshua Dobbs. Dobbs Ah ouais. et même ailleurs, quand tu vois Tannehill benché, est-ce que Tannehill ça aurait été mieux que Zach Wilson? J'en sais rien, mais fallait essayer quelque chose. Pour moi, Zach Wilson est un des pires titulaires au poste de QB dans cette ligue. Et limite, j'ai envie de te dire, ça montre le niveau de Garrett Wilson qui est parti sur les bases d'une saison à un peu plus de 1200 yards avec Zach Wilson. Non, vraiment, là, ils ont perdu contre les Riders. Zach Wilson va leur coûter les playoffs et je trouve ça horrible parce que je trouve que les Jets travaillent bien, je trouve que c'est bien coaché, je trouve qu'il y a une bonne défense. Il y a juste l'entêtement de Saleh avec Zach Wilson. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas du tout d'alternative? Est-ce que est-ce qu'ils sont en train de brûler des cierges tous les jours en espérant que Aaron Rodgers continue sa méditation et revienne encore plus vite? Je Pour sais l'instant, pas, ça mais revient bien, hein. Il non suffit mais juste qu'il attends. soit. Attends, non, mais c'est incroyable. Juste, c'est voilà, pause médicale. Euh, il s'est fait le tendon d'Achille. C'est quoi? Bah, Premier match, le. septembre. Du Ouais, début, c'est première semaine de septembre. ouais, le 10, quoi. Le 10 Ouais, premier. septembre. Et il parle qu'il reviendrait le 15 décembre. Ouais. Et je N'importe sais quoi. pas si tu l'as déjà vu faire quelques pas et lancer la balle, Là, t'as pas l'impression mais qu'il est blessé, hein. mais franchement, si c'était pas aussi risqué pour un mec de pas pouvoir courir et tout, je te promets que même les deux pieds dans le sol et avec une botte autour de la jambe, je préfère le voir sur le terrain en mode ça snap, il bouge pas Sur un du tout, Segway, il il lance la balle direct, juste avec la main gauche pour se déplacer et faire ça. tu sais, avec Ah non. avec un plastron énorme autour de la jambe. Mais non, je suis désolé parce que pour moi, Zach Wilson, il doit changer d'équipe pour. Ce serait un très bon backup aux Chiefs. Ça fait des années que je le dis. Ouais, et peut-être aller dans un contexte où voilà, il a pas de pression, il peut encore apprendre et tout. Ça se trouve, c'est un joueur qui va se révéler quand il aura 28, 29 ans. Je pense pas que ce soit un joueur horrible. S'il a été drafté haut, c'est parce qu'on a vu des bouts de talent. Mais là, tu es dans une équipe qui veut gagner, on peut pas compter sur Les, lui et malheureusement, les Jets insistent, quoi. les gens ont vu en Zach Wilson le futur Josh Allen, mais ils n'ont pas pensé que ça allait être le Josh Allen avant Brian Dabble. Et c'est Et un peu ce que c'est aujourd'hui et ça du coup, fonctionne pas trop. Moi, je vais pas. c'est une sorte Vas-y. désolé, c'est une sorte de version non Brian Dabble de Daniel Jones. Donc, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, même Josh Allen, hein, parce que Josh Allen, c'était Brian Dabble aussi avant qu'il arrive. Oui, Avant oui, que oui. Stephen Diggs. Mais je pense qu'il a du matos naturel. Tu vois, si Zach Wilson il avait la moitié du bras de Josh Allen, je pense que il serait déjà très heureux. Ouais. Pour mon triplet, moi, on a parlé de Cleveland-Baltimore, gros match. Houston-Cincinnati, gros match. Niners-Jaguars, beau match quand même. Et je pense que je peux même pousser. Bah, je vais pousser. Non, je vais mettre Détroit Chargers. C'est un Lions-Chargers, gros match. Euh, et à la limite, tu me mets Giants-Cowboys. Je peux comprendre pour les comment L'histoire. dire, pour l'histoire, les franchises, les machins, les trucs, c'est important et tout. Cela dit, il y a 4 matchs en prime time cette semaine. Enfin, prime time, en slot tout seul. Donc, c'est-à-dire, tu veux de la NFL, t'es forcé de regarder celui-là parce que t'as pas d'autre alternative. Thursday Night Football, ça a été Panthers-Bears. Très beau. Affreux. Et ça a été un match dégueulasse, comme prévu. Le match à Francfort, je comprends que tu puisses pas le changer parce que les gens ont acheté des places et voilà, donc compliqué. Mais Colts Patriots, tu pouvais le voir dès le début de l'année que ça allait être un match affreux. Ouais. Tu surfes sur le nom de Tom Brady entre guillemets pour que les Patriots vendent des places encore, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Je pense que c'est maintenant. Où ça n'a plus aucun intérêt à l'international. Et ensuite, les deux autres matchs, ça a été Jets Riders, affreux aussi. Et à la limite, Broncos Bills, pourquoi pas. Voilà, je Et dis pourquoi pas. ouais. Ce match-là, t'es sauvé par le scénario parce que le niveau de jeu était pas. Oui, C'est vraiment le scénario qui fait que tu restes éveillé, quoi. c'est les Broncos, mais il y a les Bills. Ah, ok, ok. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as 4 matchs tout seul et tu arrives à avoir 4 daubes. Quand sur le reste de ta game, sur le reste de ta red zone, pardon, t'as aucun match, t'as un match peut-être bof. C'est peut-être Titan Bucks. Ouais.
qui a été Et encore, naze. il y a eu quelques actions. Mais le reste, et du coup, Giants Dallas, mais il y a eu beaucoup de points, donc c'est sympa. Je comprends pas comment tu arrives à faire une programmation aussi affreuse et où tu ne changes pas tes matchs nuls comme Jets Riders pour mettre un Lions Chargers, pour mettre un n'importe quoi en fait. N'importe quel autre match j'aurais pris à la place de ce Jets Riders. L'avantage par contre pour nous Européens, c'est qu'on peut aller se coucher à minuit. Ouais, Et c'est ça, ça. c'est cool. Continuez à mettre des daubes, en fait. Je change. Ce n'est plus un fumble, c'est un triplet. Bravo la NFL de penser aux fans européens et de mettre des matchs de merde en... À part les fans allemands qui se sont farcis Colts Patriots. Mais désolé si vous y êtes allé d'ailleurs. Parce que franchement, 10-6 se farcir des heures de transport pour aller... C'était où Francfort pour, Bon, après, Francfort, c'est sympa. Oui. Mais... voilà, quoi. C'est pas le mieux du mieux. Heureusement, si je peux, voilà, transition, machin. La semaine prochaine, c'est mieux. Tous les matchs en Oui. prime time sont mieux. Alors attends, je vais aller regarder Et vite fait ben, le à schedule. commencer par le Thursday Night Football, dont on va Mais, parler. mais justement, j'allais dire les autres avant. Tu vois, on va se garder le Thursday Night Football pour notre preview. Mais les Allez. prochains, du coup, on a Viking Broncos, parce que les Broncos sont obligés d'être en prime time. Ça, c'est le match de dimanche soir. Et on a Eagles Chiefs en lundi soir. Et là, ça, c'est des matchs où tu te réveilles, où tu regardes de la NBA en même temps, et tu fais un double écran si tu as envie. Et le match de jeudi soir, 2h du matin, les Bengals en 5-4 qui se déplacent sur le terrain des Ravens en 7-3, duel d'AFC Nord. Et Encore. là, ça c'est un match intéressant. Ouais, les Bengals qui, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a pour eux, il y a 22 équipes d'AFC Nord, et ils n'arrivent pas à toutes les jouer. Et, mais là, voilà, après avoir perdu contre Texans, là, ils viennent de perdre. Texans, ils n'ont pas joué contre la FC Nord cette fois-ci. Ils ont joué contre la NFC Sud. Non, la FC Sud. Donc, Mm. mais ouais, donc là, ils vont jouer les Ravens en 7-3. Deux équipes qui viennent de perdre des matchs un peu difficiles. Les Bengals on en a parlé, qui ont perdu contre les Texans avec un match sympatoche. Et les Ravens qui ont perdu contre les Browns dans un match aussi sympathique. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à jouer. Alors moi, je pense que les deux équipes ont énormément à jouer. Je pense en revanche que l'équipe qui a le plus à perdre, c'est les Bengals. Et l'équipe qui a Je le suis plus à d'accord. gagner, c'est pas les Bengals, c'est les Ravens. Euh, je pense que les Bengals, faut qu'ils gagnent. Tout autre résultat, c'est cata pour eux. Oui. Logique, hein. Mais là, il n'y a pas trop autre chose, quoi. En fait, tu gagnes Notamment mieux, mais si tu perds, c'est cata, quoi. en AFC Nord, semaine incroyable, puisque les Steelers vont sur le terrain des Browns. Là, franchement, si t'es les Bengals et que t'encaisses une 4e défaite pendant que les Browns et les Ravens gagnent, une 5e défaite même pour les Bengals, vu qu'ils sont déjà en 5-4, je pense qu'à 5 défaites, tu t'approches de l'obligation de faire un quasi sans faute sur la fin de saison, et ce serait ultra compliqué, puisque, encore une fois, t'as pas fini les duels dans ta div. Là, tu vas sur le terrain des Ravens, derrière, tu reçois les Steelers, et ça pourrait être un match en mode sauvetage dans la division. Tu vas sur le terrain des Jaguars, ce sera quand même pas simple. Colts, plus simple. Vikings, attention. Et après, tu rejoueras les 3 derniers matchs pour finir ta saison côté Bengals. C'est sur le terrain des Steelers, sur le terrain des Chiefs, et tu reçois les Browns. Vraiment, là, si t'as une 5e défaite là, t'es bien parti pour Compliqué. faire un bilan à 7 ou 8 défaites. Et déjà en 17, ça va peut-être être dur d'aller en playoff. Mais alors, si t'es en 9-8, je pense que tu peux clairement mettre la clé sous la porte et dire à l'année prochaine, hein. C'est ça. Ouais, ça va être un peu compliqué. On parlait rapidement que c'est un match de division et qu'il y a un autre match de division dans la même division. Il y a 14 matchs en semaine 11. Il y en a 7, c'est des matchs de division. Donc ça va être des matchs... Vous attendez pas à des gros scores, je pense que ça va être des matchs un peu... Enfin, je m'attends à des matchs un peu plus fermés. Ouais. Grosse défense. Ce match-là, je pense que ça peut en faire partie. Même si les Bengals, est-ce que ça a réellement le Ils coffre? ont du matos en défense. Ouais, ils ont du matos, ils ont des bons joueurs, je suis d'accord. L'attaque des Ravens a eu du mal hier, le dimanche. Mais je pense que c'était surtout lié au match contre les Browns. Je pense que contre les Bengals, ça va revenir, ça aura envie de se prouver, de passer en 8-3 et de bien avancer dans cette division. Parce que là, tu prends un 7-3,
tu te donnes une... Enfin, si tu perds, tu relances la division complètement. Si tu la gagnes, je pense que t'es bien parti pour gagner cette div. Et je pense qu'ils vont tout faire pour. Et mon prono, c'est les Ravens. Ok. Je vais aller sur les Ravens aussi. Ouais, je pense qu'ils vont rebondir. Et je pense que les Bengals sont pas les mêmes armes que les Browns. Alex, on en a terminé pour cet épisode. Je rappelle rapidement nos réseaux sociaux @le front office sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. On se retrouvera vendredi pour le preview de la semaine 11. Spoiler, le match de la semaine sera le Eagles-Chiefs. On peut vous le donner maintenant, même si vous vous en doutez. Là, on va pas réfléchir trop longtemps pour l'affiche. Ah ouais, ça devrait le faire. Et on verra pour les focus équipes. Exactement. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. On vous rappelle le questionnaire. Oui, On vous rappelle le questionnaire. Voilà, l'épisode est fini. Vous pouvez aller remplir le questionnaire La Famille en Or qui est en description de l'épisode. Parce que j'ai envoyé le lien à Jérôme et qui fait la description. Donc il est obligé de le mettre dedans. S'il le met pas, vous pouvez envoyer un message à Jérôme sur Twitter. Envoie-moi le questionnaire. Voilà, envoie-moi le questionnaire, j'en veux. Et on va le remettre dans la description tweet de l'épisode aussi. Eh bien, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine à tous et vive le football.